Merci à tous et à toutes de nous rejoindre sur CAMNews 24 pour cette autre sortie d'International. Le tour de l'actualité intercontinentale va se faire avec le journaliste consultant et spécialiste des questions internationales, Ghislain Kougan, dont je salue d'ailleurs la présence sur ce plateau. Merci d'être venu. Au plaisir, Donald. Commençons tout de suite avec le premier arrêt de cette émission. Près de 150 morts en une nuit. C'est le bilan du dernier carnage attribué à Boko Haram dans l'état de Borno, au nord-est du Nigeria. 150 personnes ont été tuées dans 3 attaques lancées mercredi 1er juillet de façon quasi simultanée. Et voilà la première attaque, sinon l'attaque la plus meurtrière depuis l'arrivée de Buhari au pouvoir. Bien évidemment, il convient de le relever pour le déplorer que depuis que le président Buhari a pris le pouvoir, les choses ne semblent pas aller dans le bon sens pour les Nigérians qui souffrent encore des affres de Boko Haram, de cette secte islamiste. On peut même s'interroger sur la capacité maintenant du président Buhari, notamment de tordre le cou à cette menace, parce qu'on sait très bien que dans son discours de campagne, il avait promis de tout faire pour mettre Boko Haram hors d'état de nuire. Le problème remonte aux dissensions déjà internes au sein même du parti de l'Alliance pour le Congrès progressiste, qui est le parti notamment du président au pouvoir Buhari. Il y a des dissensions au sein du parti qui empêchent justement le président de travailler. C'est-à-dire qu'au sein du parti, il y a des leaders, notamment pour ce qui est de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui sont des personnalités très fortes qui finalement ne font pas suffisamment de place aux autres, et donc il est né au sein du parti une crise qui ne permet pas au président de travailler. D'ailleurs, au cours d'une réunion de crise qui était présidée par le président Buhari au sein de son parti politique, il a dit que, je cite, l'APC a gagné la bataille mais a perdu l'espoir. Il a demandé à tous ses militants de se ranger, de travailler suffisamment pour laisser libre cours au parti. Et il faut comprendre que cette crise interne a amené le président à proroger la date de la nomination de son gouvernement. Il a dit que le gouvernement sera mis sur pied en septembre, alors qu'on savait que juste après l'investiture, il était donné au président Buhari de mettre son gouvernement sur pied. Ça veut dire qu'en réalité, au sein du parti, tout ne va pas bien. Il y a des têtes qui sont beaucoup plus farouches, il y en a qui ont de la personnalité beaucoup plus que d'autres, dont au sein du parti, ça ne va pas. Et à partir de ce moment, Buhari est un peu dispersé, c'est-à-dire que les forces ne sont pas suffisamment accordées pour travailler pour le pays. Il faut d'abord régler les dissensions internes, et pendant ce temps, Boko Haram sévit. Sortons un peu du cadre politique pour nous intéresser à la religion, même si le lien reste très étroit entre les deux notions. Alors, pourquoi les mosquées sont souvent prises pour cible par Boko Haram? Simplement parce que Boko Haram estime que l'islam qui est pratiqué au Nigeria est un islam dévoyé. Et à partir de ce moment, Boko Haram estime qu'il faut donc frapper les mosquées où cet islam dévoyé-là est pratiqué. Tout simplement. Donc, Boko Haram, vous savez très bien, attaque beaucoup plus les lieux de culte et surtout les mosquées. Parce que Boko Haram n'a pas la même appréciation, n'a pas la même vision de ce qu'est l'islam, tel que pratiqué notamment par les Nigériens et évidemment par tous les musulmans de quelque endroit qu'ils se situent dans le monde entier. Mais la liberté de culte, qu'est-ce que Boko Haram en fait? Mais monsieur Donald Anizoua, vous réfléchissez normalement, entre guillemets, vous réfléchissez raisonnablement. Mais vous savez très bien que Boko Haram, il s'agit d'une secte islamiste, il s'agit des marginaux qui ne sont pas très regardants sur la morale. Sinon, comment comprendre les affres, les actes perpétrés par cette bande de délinquants? Donc, cette bande de délinquants s'en fout de la morale et bien veut tout simplement installer sa loi sur le territoire nigérian. N'est-il pas temps pour le président Muhammadu Buhari d'asseoir une véritable politique de lutte contre la secte islamiste Boko Haram, au lieu de rester confiné à tracer des stratégies dont l'impact n'est pas assez visible sur le terrain? Évidemment, les populations aujourd'hui sont un tout petit peu perdues parce que elles attendent de Buhari justement qu'il puisse lutter contre la corruption, qu'il puisse construire les infrastructures, lutter contre Boko Haram, trouver de l'emploi et
à partir de là, on se rend compte que toutes ces promesses aujourd'hui ne semblent pas trouver des solutions. Mais il convient quand même de noter qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Ce n'est qu'en mai dernier que Boahi a prêté serment, même si les choses ne semblent pas aller dans le bon sens. Et si on se réfère aux actes perpétrés par Boko Haram qui véritablement va dans des villages, tue les femmes, les enfants, tout le monde, et puis brûle même jusqu'aux cadavres. Dans d'autres villes, Boko Haram choisit les cibles les plus adultes et puis se livre à incendier les maisons. C'est véritablement grave au Nigeria. Donc je pense qu'il faut trouver une voie. Il faut d'abord qu'au sein du parti l'Alliance pour le Congrès progressiste, qu'on puisse régler ces dissensions, qu'on puisse mettre sur pied un gouvernement. D'ailleurs, le président a fait part de ce que jusqu'ici, aucune loi ne sera votée, aucune décision ne sera prise à partir de ce moment. Quelle est la stratégie qui est mise sur pied pour travailler? Il ne suffit pas simplement de délocaliser le centre de commandement d'Abuja pour Maïdougouri, pour que Boko Haram soit éradiqué. Il faut bien évidemment qu'il y ait une mobilisation humanitaire, sécuritaire, logistique également, et surtout sur le plan des ressources humaines, pour que Boko Haram sente véritablement que toute l'Afrique est derrière Boahi. Alors, parlant toujours du Nigeria, est-ce qu'on ne peut pas aussi voir du côté de la coalition les forces de défense réunies au Nigeria, au Cameroun et puis au Tchad, avec pour base militaire le Tchad? Est-ce que cette coalition-là n'est pas à mesure de faire face aux attaques islamistes de Boko Haram? Cette coalition veut bien travailler, sauf que Boko Haram, sur le plan stratégique, a, comme qui dirait, frapper un grand coup, notamment en assommant, entre guillemets, le Tchad. Boko Haram aujourd'hui est présent également au Tchad. Ça veut dire que le Tchad aujourd'hui est beaucoup plus campé à travailler à sa sécurité plutôt qu'à voir comment venir en aide au Nigeria. Même si en combattant Boko Haram, quel que soit le lieu, on vient déjà en aide au Nigeria. Mais pour l'instant, le Tchad a été frappé suffisamment pour s'intéresser sur le plan interne. Déjà, rappelez-vous, il y a cela quelques jours, le Tchad a procédé au rapatriement des Nigérians et même des Camerounais, ce qui est impressionnant, ce qui est une première. Ça veut dire que le Tchad finalement ne fait plus confiance à personne et est véritablement outillé, engagé à travailler pour sa sécurité sur le plan d'abord interne et pourquoi pas pour la sous-région Afrique centrale et puis les pays environnants. Peut-être un jour viendra où l'Afrique, sinon la zone, la sous-région viendra à bout de cette secte islamiste Boko Haram. Mais entre-temps, on va changer de couloir. Allons plutôt au Kenya, où dans le nord-est, des hommes armés ont attaqué un village proche de la frontière avec la Somalie. Au moins 14 personnes ont été tuées. Cette attaque est attribuée aux islamistes somaliens, les Chebab, qui sont responsables de plusieurs raids meurtriers dans la région ces derniers mois. Alors, Justin, voilà une nouvelle attaque, moins grave que celle de Garissa, attribuée une fois de plus aux Chebab. Finalement, les Chebab ne dicteraient-ils pas leurs lois au Kenya, du moins dans les zones où sont perpétrées ces attaques criminelles? Peut-on dire tout de go que les Chebab dictent leurs lois? Non, je pense que les Chebab d'ailleurs sont en recul. Les Chebab sont simplement en train de revenir parce que il fut un temps, ce groupe-là, rappelons-nous en 1998, avait commis un attentat contre l'ambassade des États-Unis. Il y avait eu plus de 200 morts. Donc après Garissa n'est que le deuxième événement le plus meurtrier. Donc ça veut dire que les Chebab avaient tout un peu disparu et sont en train de refaire surface. Peut-être que les Chebab profitent justement de l'environnement, surtout de l'opportunité. Nous sommes en plein Ramadan. Et vous savez qu'en plein Ramadan, c'est une période où vous avez les maisons de culte qui sont nombreuses. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les Chebab et aussi Boko Haram travaillent à tuer les gens. Donc, les Chebab sont en train de revenir. Pourquoi? On sait très bien que les Chebab combattent le gouvernement somalien. Pourquoi? Parce que ce groupe est combattu en Somalie. Pourquoi le Kenya? Vous évoquez dans votre propos, notamment au Kenya. Parce que le Kenya a aidé notamment la Somalie à combattre ce groupe djihadiste. Et donc c'est par représailles que les Chebab ont décidé de pourrir la vie au Kenya. Et comme le pouvoir au Kenya aujourd'hui est un pouvoir qui aide bien évidemment la Somalie,
Et donc, les Shebabs estiment que pour punir le Kenya, il faut venir sur le territoire kenyan et commettre ces inhumanités. À partir de ce moment, on peut s'interroger sur l'opportunité. Et vous comprenez bien que nous sommes en période de Ramadan et c'est une période où il y a beaucoup plus de regroupements, beaucoup plus de prières. Et c'est comme ça que ces indélicats commettent leur forfait. Alors, vous essayez de dire que le Kenya paye là le plus fort de son implication au sein de la MISOM, MISOM, bien évidemment. cette mission de maintien de la paix entretenue au Somalie par l'Union africaine. Voilà. Et puis maintenant, le pouvoir de Nairobi n'a donc pas pris au sérieux la menace selon laquelle les Shebabs avaient menacé de tuer des non-musulmans durant la période de Ramadan. Oui, mais vous savez, prendre une menace au sérieux ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être frappé. Alors, je prends un autre exemple. On sait très bien que le président tchadien, que le Tchad est un pays guerrier, un pays qui, sur le plan de la sécurité, est renforcé. Ça n'a pas empêché que Boko Haram frappe le Tchad en N'Djamena, la capitale. Et puis le président Déby de dit le Tchad a été un peu distrait, mais il a au moins reconnu que le Tchad n'a pas su réagir. Donc, on ne peut pas être suffisamment préparé. D'ailleurs, il y a une communauté, la communauté somalie au Kenya, qui est à chaque fois pointée du doigt parce qu'on estime que cette communauté-là, autant pour moi, est suffisamment proche des Shebabs, ce qui n'est pas avéré. Donc, vous voyez que cette guerre qui a mis en relation le Rwanda, le Burundi, et puis tous ces pays, le Kenya, la Somalie, ces pays des Grands Lacs, toute la zone des Grands Lacs souffre le martyre. Et vous savez très bien qu'il n'y a pas une délimitation franche entre un Rwandais, par exemple, et un Congolais RDC. C'est difficile. Ça fait qu'il y a cette transversalité, cette porosité des frontières qui fait que finalement les Shebabs agissent ici, au Kenya, en Somalie, même si au départ, les Shebabs s'insurgent fondamentalement contre le pouvoir somalien parce qu'en Somalie, on traque justement ce groupe islamiste. On va garder la main en restant tout de même dans la zone des Grands Lacs puisque tout de suite nous allons au Burundi où l'EAC redemande un report de la présidentielle. Les dirigeants de la communauté est-africaine ont de nouveau demandé lundi dernier, c'est-à-dire le 6 juillet, au Burundi de reporter la présidentielle controversée prévue le 15 juillet prochain. Abdoulaye Bathily, le facilitateur sénégalais, a été récusé. Un sommet à minima boudé par la majorité des chefs d'État invités. Une énième rencontre dont le résultat ne serait pas à la hauteur de la crise qui secoue le pays. Le reportage, et on en parle. Report de la présidentielle au Burundi. Les autorités burundaises ont répondu favorablement à la demande des États de l'Afrique de l'Est. Les chefs d'État de l'Organisation sous-régionale de l'Afrique de l'Est avaient demandé, lors de leur sommet du 31 mai 2015 à Dar es Salaam en Tanzanie, le report des élections au Burundi. Le gouvernement burundais annonçait que l'élection présidentielle prévue le 26 juin aura lieu avant le 26 août 2015. Mais pour la société civile, la priorité est ailleurs, notamment la lutte contre l'insécurité et le renoncement à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Sur le plan des négociations, 17 partis et organisations politiques ont affirmé ce mercredi 4 juin leur engagement à poursuivre le dialogue pour l'organisation d'élections libres et apaisées. Ce report devrait donc favoriser le dialogue entre les différents acteurs du conflit. Les élections législatives ont également été reportées. Rappelons que la date du 26 août correspond à la limite du délai prévu par la Constitution pour l'organisation des élections. Alors, juste là, 4 résolutions. Cette chaîne de résolutions était-elle nécessaire dans un contexte où tout semblait aller pour le mieux, s'agissant par exemple des élections locales qui se sont tenues récemment? Est-ce que ces résolutions semblaient nécessaires? Oui. Fondamentales, je ne le pense pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on n'a pas vidé, comme on dit en droit, je sais pas trop, on n'a pas vidé la question au fond. La question était fondamentale, celle justement de la troisième candidature du président Pierre Nkurunziza au pouvoir. Il me semble que la question a été très nettement éludée. Et à partir de ce moment donné, maintenant, l'opposition estime qu'il ne s'agit même pas d'un sommet à minima, il s'agit juste d'un boulevard qu'on a offert au président Nkurunziza pour notamment briguer un troisième mandat. Pourquoi? Parce que il s'agit simplement, pour ce qui est des présidents les présidents est-africains, ils ont demandé le report de l'élection présidentielle du 15 juillet au 30 juillet, donc 2 semaines uniquement, et puis d'avoir mis sur pied un médiateur, Yoweri Museveni, qui est médiateur, et puis de demander que le Burundi puisse se conformer aux accords d'Arusha en ne modifiant pas la Constitution. Mais quand vous comprenez tout cela, ça veut dire qu'en réalité, la question du troisième mandat de Pierre Nkurunziza ne se pose plus selon l'Union africaine et puis les présidents
est-africain, à partir de ce moment donné, on fait comprendre que non, voilà, il y a eu une avancée. Il n'y a pas eu d'avancée. Je pense que la raison pour laquelle il n'y a pas eu de président en dehors du président tanzanien qui recevait. Les autres pays ont juste envoyé des ministres parce qu'en réalité, ces présidents ont compris qu'il s'agissait d'aller perdre du temps. Et à partir de ce moment donné, je pense que c'est clair que tous les présidents de l'Union africaine ont déjà donné caution à un troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Or, l'opposition semble ne pas comprendre qu'aujourd'hui, il est question d'aller à l'élection présidentielle avec Pierre Nkurunziza. On va parler de cette opposition de fond en comble, puisqu'il y a des questions prévues à ce niveau. Mais maintenant, en quoi cela peut satisfaire le gouvernement burundais, comme semble dire son ministre des Affaires étrangères, s'agissant justement de ces résolutions-là? Parce que simplement la question qui met au pied du mur le pouvoir burundais a été éludée et n'est même plus à l'ordre du jour. Les décisions qui ont été prises notamment vont à l'avantage du pouvoir en place. Pourquoi? Parce que la question de Pierre Nkurunziza étant éludée, il s'agit du report de l'élection du 15 au 30, encore qu'il n'y a pas une insistance véritablement, ce n'est qu'une demande. Et quand on voit l'entêtement du président Nkurunziza, on comprend qu'il ira à l'élection présidentielle le 15 juin. Il a fait avec les élections communales et législatives, qu'il a remporté d'ailleurs avec près de 77%, même s'il n'y avait que, même si dans la capitale il y a eu 29% seulement de participation ou je sais pas trop ou de rétention. Donc vous comprenez que comme il a fait à aux élections communales et législatives, il va le faire s'entêter à aller à l'élection présidentielle le 15 juin. En réalité, et le médiateur l'a reconnu, il n'y a pas une fermeté de la part des présidents est-africains justement de dire aux présidents burundais que voilà une ligne rouge que vous ne devez pas traverser. Revenons donc à cette opposition burundaise qui pense que ce sommet ne change rien et pourtant les résolutions prises semblent raccorder une marge de 2 semaines de campagne électorale. 2 semaines de campagne électorale, bien évidemment. Avec quoi? C'est-à-dire que pour eux, il s'agit de la campagne électorale qui va juste permettre au président en place, qui a déjà remporté les élections communales législatives. Vous savez très bien qu'il y a eu une abstention. L'opposition a refusé de participer. D'ailleurs, je pense que pour l'Assemblée nationale, il y a le parti au pouvoir et puis un parti allié qui a eu deux sièges. Donc, vous comprenez que dans la dynamique, dans la continuité, dans la cohérence des actes entamés par l'opposition, il n'est pas question pour elle d'aller à l'élection présidentielle, puisqu'elle a déjà décidé de boycotter les élections communales et législatives. Maintenant, aller à la présidentielle serait justement faire un peu danser vraiment sur, je sais pas trop, un pied et demi. Alors l'opposition se dit collée aux résolutions et aux décisions de l'Union africaine, alors que cette Union africaine n'a pas clairement donné sa position quant à la question relative au troisième mandat du président Nkurunziza. Finalement, à qui doit-on faire confiance? À l'EAC ou à l'Union africaine? Je pense qu'il faut comprendre cet embrouillamini. Si aujourd'hui l'EAC prend sur elle d'organiser, c'est parce qu'on a le sentiment que l'Union africaine ne se mobilise pas suffisamment. Mais vous savez très bien que l'Union africaine est une organisation qui est comme elle l'est. Je ne parlerai pas de coquille vide parce qu'elle au moins elle existe. Bon, je dirais simplement qu'on a le sentiment qu'il revient maintenant que les conflits doivent finalement sur le continent se régler sous forme régionale ou sous-régionale. Que l'Union africaine finalement n'est pas très regardante sur un ensemble de choses. C'est pourquoi l'opposition estime qu'elle va travailler en sourdine, même hors des caméras, pour mettre la pression sur l'Union africaine, pour que l'Union africaine puisse peut-être appeler le président Pierre Nkurunziza à revoir sa copie, premièrement en acceptant le report de l'élection présidentielle, mais je pense qu'il est difficile aujourd'hui de revenir sur la question d'un troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Je vous raconte une petite anecdote. Quand j'ai écouté le ministre des Affaires étrangères du Burundi, il fait part de ce qu'aujourd'hui ils ont un pincement au cœur. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas que l'élection présidentielle ait lieu un mois avant la fin constitutionnelle du gouvernement en place. Par rapport à la Constitution. Ouais. Mais là, il est regardant sur la Constitution, laquelle dit que Pierre Nkurunziza ne doit plus se représenter. Mais là, il ne voit plus. Donc, la même Constitution qui dit qu'il ne faut pas qu'on ait l'élection présidentielle à moins d'un mois avant la fin constitutionnelle du gouvernement, l'intéresse à ce niveau, cette partie-là. Mais la partie qui dit que le président ne doit pas briguer un troisième mandat, là, il ne voit pas, il devient aveugle. Donc vous comprenez qu'il s'agit d'une approche par intérêt et donc c'est pourquoi justement il est confiant parce que tout ce qui a été fait, d'accord à minima, arrange le pouvoir en place au Burundi. Quant au facilitateur des Nations Unies qui a été récusé, il dit passer le relais au pays de la région, mais que les chefs d'État ne se sont pas montrés à la hauteur
n'ont pas pris la mesure de la gravité de la situation au Burundi. Êtes-vous de l'avis d'Abdoulaye Bathily? Bien évidemment, ça saute aux yeux parce que si on va à une négociation, il faut qu'on aille avec les questions clés. Si on estime que la question clé est d'abord la question d'une candidature ou non de Pierre Nkurunziza, il faut qu'à la fin, qu'il y ait manifeste, qu'il soit écrit qu'aujourd'hui, à travers ce qui s'est passé, on a décidé de ce que Pierre Nkurunziza sera candidat ou non. Or, il persiste, il y a encore un flou sur la question notamment de ce troisième mandat. Parce que tout ce qui est né au Burundi part justement de là. Mais comment comprendre qu'on fasse une rencontre où on n'évoque même pas le fond de la crise? Voilà, on va partir du Burundi. Nous étions au Burundi tout à l'heure. On va donc partir du Burundi pour d'autres horizons. Nous irons en Iran, où les négociations continuent sur le secteur nucléaire. La date butoir était fixée au 7 juillet, mais a été une fois de plus reportée, alors que même ces négociations, au moment où ces négociations s'enlisent, les Iraniens espèrent toujours une levée de sanctions économiques établies depuis une dizaine d'années et renforcée de manière encore plus dure depuis 3 ans. On regarde ce reportage et on en parle juste après. Le marathon des négociations sur l'encadrement du programme nucléaire iranien va-t-il s'achever comme prévu ce mardi? Rien n'est moins sûr après bientôt 2 années de négociations actives. Les discussions achoppent toujours, notamment sur le rythme de la levée des sanctions et sur le périmètre des inspections internationales sur les sites nucléaires iraniens. Pour la chef de la diplomatie européenne, si un accord peut être conclu, le moment est venu. Ce n'est pas une question de temps, mais de décision politique, dit-elle. Certains diplomates parlent d'un nouveau report au 9 juillet, pas les Américains, puisque l'accord est censé être présenté au Congrès ce jeudi. Pour John Kerry, c'est donc l'heure de vérité. Ces derniers jours, nous avons effectivement fait de véritables progrès, mais je veux que ce soit bien clair pour tout le monde. Nous ne sommes pas encore où nous devrions être pour résoudre certaines des questions les plus épineuses. Côté iranien, le ministre des Affaires étrangères a estimé que des différences persistaient. On n'a toujours rien de clair, a ajouté Mohammad Javad Zarif. Jusque-là, les négociateurs patinent. À qui profitent ces négociations interminables? À qui profitent ces négociations ou alors le rallongement ou le prolongement de ces négociations? À aucune des parties. Vous allez me dire peut-être à l'Iran, mais à personne. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un débat, d'une discussion. Il s'agit pour les différentes parties prenantes de trouver un compromis. Les parties n'arrivent pas à s'accorder. D'une part, l'Iran et d'autre part, notamment les puissances de 5+1. Donc la question s'enlise et elle ne profite à aucune partie. Alors je pose cette question parce qu'une bonne frange de la classe politique iranienne estime que si l'accord est signé, le perdant sera la France. Que vient-elle faire, cette France, dans ce tiraillement quand on sait qu'elle ne défend pas une position propre à elle-même dans l'intérêt national des Français, par exemple? Non, je pense qu'il y a aussi une vision parcellaire du point de vue des Iraniens. Les Iraniens me semblent depuis bon nombre d'années être vraiment remontés contre la France. Et croyez-moi, ce n'est pas simplement les Iraniens. Finalement, le sentiment que tout le monde entier. Venez sur le continent africain, ouvrez. Donc, je comprends cela. Mais non, je ne pense pas que ce soit la France. Je pense qu'il s'agit là... La France, évidemment, parce que la France fait partie du bloc, la puissance des 5+1. Mais je pense plutôt qu'il s'agit des États-Unis, qui sont en tête. Pourquoi? On va parler des États-Unis. Je vous aurais suggéré le cas de l'Israël, par exemple. Donc la France serait peut-être en train de soutenir l'Israël dans ces négociations. Est-ce que ce n'est pas une approche à prendre au sérieux aussi? Je ne pense pas que ce soit à prendre au sérieux. Je ne pense non plus qu'il faille négliger quelque chose. Vous savez, en matière de stratégie internationale, il n'y a aucune piste à éluder. Mais je pense que dans ce cas précis, la France ne peut pas peser seule dans une logique qui travaillerait à harmoniser les rapports entre les différentes parties prenantes. Je tiens à préciser que le chef de file justement de la discussion sont les États-Unis qui sont en tête. D'ailleurs, vous voyez, c'est John Kerry qui est allé jusqu'à dire qu'il pourrait mettre fin aux discussions. Ce n'est pas la France. Donc, c'est le rapport, c'est les États-Unis qui sont la puissance qui tire les autres. Et puis, d'un autre côté, vous avez bien évidemment l'Iran. Et à côté des États-Unis, vous pourrez parler de l'Allemagne, même si elle n'est pas membre au Conseil de sécurité, avait un veto. L'Allemagne pèse lourd que la France. Alors, puisqu'on a évoqué les États-Unis tout à l'heure, la conclusion d'un accord pourrait-elle, avec l'appui de l'Iran, stabiliser un Moyen-Orient
perturbé par le groupe État islamique et Al-Qaïda. Ce serait donc une belle valse à danser pour les États-Unis qui ont quasiment les mains liées dans la région. Oui, mais là, je comprends, vous orientez justement la question du nucléaire iranien par rapport aux agissements du groupe État islamique sur le plan sécurité, sur le plan de la sécurité, ou bien alors sur le plan de tout ce qui se passe comme inhumanité subie par le monde entier. Je peux comprendre. Mais la question notamment du nucléaire iranien sur le plan technique, il s'agit notamment de l'arme atomique. C'est ça le nœud du problème. C'est-à-dire qu'on estime qu'il faut que l'Iran puisse ouvrir ses sites à une inspection de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ce que l'Iran ne veut pas. L'Iran estime qu'il s'agit d'une question de souveraineté nationale. C'est là où ça bloque. D'ailleurs, à la question de l'Iran qui a demandé aux États-Unis justement comme préalable de lever l'embargo sur la vente des armes parce que l'Iran aimerait en acheter, les États-Unis ont dit non. Je n'ai pas dit le groupe 5+1. Les États-Unis ont dit un non sec. Vous comprenez qu'il s'agit d'un enjeu nucléaire. Alors sur le plan économique, la levée de sanctions ouvrirait-elle des possibilités aux investisseurs étrangers? Bien évidemment, notamment pour l'Iran. Parce que l'Iran demande alors que si on parvient à trouver un accord, que la levée des sanctions soit immédiate. Alors que le groupe 5+1 estime qu'il faut une levée des sanctions qui va aller de manière progressive. Voir comment est-ce que l'Iran, après avoir peut-être concédé un ensemble de choses, évolue. Donc cela passe par le fait qu'on demande à l'Iran d'ouvrir quelques-uns de ces sites qui sont soupçonnés de travailler pour l'énergie atomique, non pas à des fins civiles, mais à des fins militaires, que ces sites-là soient visités par les experts. La classe moyenne iranienne est sans doute la plus touchée par cet embargo. Comment se débrouille-t-elle quand elle le peut pour ne pas basculer totalement dans la pauvreté? Non, je pense que l'Iran a les alliés. Là, vous revenez à la question alliés. Vous avez évoqué la France tout à l'heure, qui est alliée, on va dire, avec les États-Unis dans ce conflit, dans ce dossier-là. Et évidemment, l'Iran a aussi des alliés. Vous savez que l'Iran est aussi aujourd'hui considéré comme la porte d'entrée en Syrie. Et quand vous voyez la Syrie, l'Iran, vous voyez derrière, évidemment, la Russie. Donc, il s'agit des pays qui ne sont pas d'avis avec la politique des États-Unis, qui évidemment vont venir en aide à l'Iran. Donc, c'est un monde qui se bagarre en termes de bloc, et donc l'ennemi de mon ennemi est mon ami, et on travaille ainsi. Donc évidemment, l'Iran travaille avec des partenaires. La Russie va aider l'Iran parce que les questions qui sont évoquées par l'Iran ne sont pas des questions dénuées de sens. Elles ont des sens et des significations. Qu'est-ce qui prouve que l'Iran développe l'arme atomique? Rien. Pourquoi faut-il automatiquement qu'on vienne visiter ces sites? À supposer, M. Anizoua, tout à l'heure, que dans les coulisses, vous m'avez posé une petite question, je me suis dit, à supposer que l'Iran soit en train de développer une stratégie nouvelle, qu'elle ne veut pas porter l'attention de tout le monde, qui peut favoriser son développement, son épanouissement, mais qui est regardant des normes militaires en matière d'énergie atomique, et que l'Iran ne veut pas que tout le monde voit. Maintenant, ouvrir ces sites-là aux Européens et aux experts, ces experts pourraient arriver là-bas et se rendre compte qu'il n'y a pas un usage à des fins militaires. Mais les experts vont découvrir ce que fait l'Iran, qui peut être une stratégie que l'Iran veut faire pour gagner en intensité, en autorité dans le monde entier. Mais les experts seront obligés de rédiger le rapport et donc finalement de divulguer la stratégie de l'Iran aux États-Unis et aux autres. Donc derrière, il y a toujours un soupçon en matière de discussion, d'échange, de débat, de relations internationales. Il n'y a pas de confiance aveugle. Donc l'affaire du nucléaire peut aussi sembler être une affaire de cuisine interne entre Iraniens et Iraniens. Donc on ne veut pas l'immixtion des puissances étrangères. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève le tour d'actualité mondiale fait par la rédaction de CAMNews 24 via International. Merci à vous, Ghislain Cougan, journaliste, consultant et spécialiste des questions internationales. Et je vous titille une fois de plus, désormais écrivain, auteur d'un bel ouvrage que vous aurez certainement à lire dans les prochains jours. C'est déjà sur le marché? Oui, pour l'instant, c'est encore sur edilivre.com. C'est l'implosion d'une république entre fatalité, impuissance et désillusion. Et je pense que dans 45-30 jours, il sera maintenant disponible dans les librairies en France, en Suisse et en Belgique. Et bien après au Cameroun également. On aura le temps de parler amplement de ce livre sur le plateau de l'International. C'est notre plateau, c'est le vôtre. Mesdames, Messieurs, au revoir. Ghislain, au revoir. Au plaisir, Donald. Et bon week-end à tous.